Avocat, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau de la mairie de Paris. Vous avez déclaré vouloir inscrire Paris dans la modernité. Oui. Vous étiez en 2008 en charge de l'innovation, de la recherche et des universités. Depuis avril 2014, si je ne me trompe pas, vous êtes chargé des questions relatives à l'urbanisme, l'architecture, le Grand Paris. Qu'avez-vous appris dans vos fonctions qui vous aident aujourd'hui dans celle qui consiste à moderniser Paris? Alors, je pense que d'abord j'ai appris que les grandes villes, les métropoles vivent une période de mutation d'une importance capitale. C'est pas seulement la transition énergétique, c'est aussi la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution, c'est la nouvelle économie, tout ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler la transition numérique. Et puis je pense, au-delà, il y a de nouvelles aspirations socioculturelles qui sont portées par les habitants des grandes métropoles. Ils veulent participer à la décision politique, ils veulent une ville ouverte, cosmopolite. Et puis, ils inventent des nouvelles façons de travailler, d'habiter, de commercer. Et donc tout ça, si vous voulez, ça crée les conditions d'une rupture. Je pense vraiment non seulement que le XXIe siècle sera le siècle des métropoles, mais je pense aussi que la métropole du XXIe siècle sera très différente de celle du XXe siècle. Voilà, donc parce que j'ai fréquenté des chercheurs, des universitaires, parce que je me suis beaucoup occupé d'innovation lors de la précédente mandature, j'ai pris conscience d'une mutation. Et cette mutation, j'essaye de voir comment elle s'incarne dans mes nouvelles fonctions, notamment l'urbanisme et l'architecture et le développement économique, parce que Anne Hidalgo a souhaité relier le développement économique, l'innovation et l'urbanisme, ce qui est assez nouveau dans les, si j'ose dire, les attributions des adjoints à Paris, et qui montre bien quand même un engagement et une volonté politique. Pour vous, moderniser Paris, c'est construire des tours ou inventer de nouvelles façons de penser la ville? C'est clairement inventer de nouvelles façons de penser la ville, mais parmi les nouvelles façons de penser la ville, il y a peut-être aussi une nouvelle façon de penser les tours. Parce que si vous voulez, la tour, c'est un mot générique pour qualifier l'immeuble de grande hauteur. On dit tour triangle, c'est un peu contradictoire, parce que quand vous regardez le dessin de la tour triangle, la première chose dont vous vous apercevez, c'est que ce n'est pas une tour, justement. C'est une pyramide, et c'est même une pyramide compressée. Je pense que l'immeuble de grande hauteur fait partie du paysage urbain. Alors, il peut faire partie du paysage urbain à New York, comme étant en quelque sorte l'essentiel du paysage urbain, ou alors il peut faire partie du paysage urbain comme à Paris, en étant l'exception du paysage urbain. Voilà. Et c'est ça l'idée de Paris aujourd'hui dans sa relation avec les immeubles de grande hauteur, c'est d'avoir un certain nombre de signaux dispersés dans la ville, qui d'ailleurs peuvent être très anciens, parce que qu'est-ce qu'étaient les tours de Notre-Dame, si ce n'étaient des tours qui signalaient un quartier? Qu'est-ce qu'était la tour Saint-Jacques? Ou qu'est-ce qu'a pu être au XIXe siècle le Panthéon? Ou qu'est-ce qu'a pu être la tour Eiffel? Voilà des immeubles ou des bâtiments ou des monuments ou des constructions de grande hauteur qui avaient pour vocation principale d'organiser autour d'eux un quartier, un centre, et de signaler au lointain ce centre. Eh bien, c'était exactement la fonction que nous souhaitons faire jouer à la tour Triangle, ou que nous allons faire jouer au tribunal de grande instance, à la cité judiciaire, à Batignolles. Et de ce point de vue-là, Paris se distingue profondément de New York, même de Londres, puisque à Londres, il y a 275, je crois, permis de construire de tours, ou de ces nouvelles cités que peuvent être Hong Kong, Abu Dhabi ou Dubaï. Paris restera une ville compacte, une ville basse, mais avec, de temps en temps, un monument, un bâtiment qui signalera une nouvelle centralité. Et si nous voulons construire le Grand Paris, si nous voulons transformer les portes de Paris en place du Grand Paris, alors il faut que nous ayons ce type de signaux aux portes de Paris. Et c'est pour ça que Bertrand Delanoë ou Anne Hidalgo portent ce genre de projet. Pour nous, c'est un signe de modernité, mais ce n'est pas la totalité de la modernité. La modernité urbaine, la modernité architecturale ne se réduit pas
à l'IGH, elle est beaucoup plus liée à de nouvelles façons de construire la ville, peut-être aussi à de nouvelles façons de concevoir les espaces urbains, que ce soit au niveau de l'architecture stricto sensu, c'est-à-dire la gestion des chantiers, la récupération des matériaux, les économies d'énergie et la récupération d'énergie. Toutes ces choses-là sont la gestion des déchets, mais aussi, comme je l'ai dit, une nouvelle façon de travailler, par exemple. L'espace de coworking, c'est quoi? C'est le bureau nouvelle génération. Et ça suppose que l'immeuble de bureau doit être pensé différemment. Et donc, c'est tout cela, la modernité dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme. Vous parliez des grandes métropoles mondiales. Alors justement, envisagez-vous l'avenir de Paris comme une capitale moderne de la France ou comme une métropole du monde? Paris est une ville-monde. Pendant très longtemps, son statut de capitale administrative de la France et son statut de ville globale, de ville-monde, étaient compatibles. Aujourd'hui, il y a des hiatus qui apparaissent. Par exemple, le fait que l'État, en tant qu'administration d'État, occupe trop d'espace dans Paris. Il faudrait vraiment que des mètres carrés, des milliers, voire des dizaines de milliers de mètres carrés d'administration publique d'État soient décentralisés aux portes de Paris ou au-delà, en tout cas dans la métropole du Grand Paris, tout simplement parce que ce qui fait sens au cœur de la métropole, d'une métropole mondiale, ce sont les activités créatives. Et les activités administratives peuvent être créatives, mais c'est rare. La plupart du temps, elles sont administratives, c'est-à-dire qu'elles sont des activités de gestion, et la gestion publique de la France n'a pas vocation à être entièrement orchestrée depuis Paris. Donc il y a un vrai sujet, je dirais, de mise à disposition par l'État. Je pense aux casernes, par exemple. Les casernes, est-ce qu'il est absolument indispensable qu'il y ait autant de casernes à Paris? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'une partie de ces casernes soit utilisée à autre chose, soit à du logement, soit à de l'activité économique, ou à de la recherche ou de l'enseignement? Je vais vous donner un autre exemple qui me tient particulièrement à cœur. Historiquement, je crois que ça date de 82, l'école polytechnique a été déplacée et c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'est installé dans les locaux de l'école polytechnique, au sommet de la montagne Sainte-Geneviève. Est-ce que vraiment on a besoin d'une administration publique à cet endroit-là? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de recherche et d'enseignement supérieur? Moi, je suis favorable à ce que le ministère déménage et que l'école polytechnique soit rendue à son activité de recherche et d'enseignement supérieur. Pourtant, aujourd'hui, il y a presque 800 000 mètres carrés à Paris de bureaux qui sont vides. Mais c'est rien, 800 000 mètres carrés de bureaux. Par rapport à la quantité de bureaux existante, c'est juste le frottement. S'il n'y avait pas cette marge de manœuvre, eh bien, les gens ne trouveraient pas de bureaux à Paris. Donc cet argument, il est stupide. Je vous le dis franchement, il est stupide. Et puis surtout, c'est pas parce que vous avez des bureaux d'occasion qui ne se louent pas, parce qu'ils sont obsolètes, que vous ne devez pas construire de bureaux neufs. Parce que les grandes entreprises, elles attendent des bureaux adaptés à leurs besoins du XXIe siècle. Et c'est pas parce qu'il y a des bureaux haussmanniens au cœur de Paris qui ne se louent pas que vous n'allez pas louer des bureaux neufs complètement adaptés à la demande, des bureaux intelligents, des bureaux connectés, des bureaux avec beaucoup de domotique. Voilà, donc cet argument ne tient pas la route, d'autant moins que Anne Hidalgo, dans son programme, propose de transformer au moins 200 000 m² de bureaux en logement. C'est-à-dire que le bureau obsolète, sa vocation n'est pas d'être loué en tant que bureau, sa vocation est d'être transformé, voire de retrouver sa vocation première de logement. Parce que souvent, les bureaux qui ne se louent pas, ce sont des immeubles d'habitation haussmanniens qui ont été transformés en bureaux. Donc, si vous voulez, il y a vraiment deux sujets qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Le premier sujet, c'est l'obsolescence des bureaux et la possibilité de profiter de cette obsolescence pour transformer une partie de ces bureaux en logement. Et puis de l'autre côté, c'est quelle est la vocation de Paris et du Grand Paris à attirer
des grands comptes, à attirer des sièges sociaux, à attirer de la recherche-développement d'entreprises venues du monde entier. Et pour ça, vous avez besoin de construire du bureau neuf. Alors justement, comment arriver à concilier le local et le territorial? Est-ce qu'une ville comme Paris au XXIe siècle peut encore rester ancrée dans son tissu territorial, ou doit-on rejoindre le réseau des grandes villes du monde? Alors, je pense que les deux sont nécessaires, c'est-à-dire que vous avez besoin, par exemple, la construction du Grand Paris doit se faire par un travail extrêmement sérieux qui a déjà été commencé depuis longtemps d'ailleurs par Bertrand Delanoë avec la création de Paris Métropole, avec les communes voisines. Et ce travail doit être un travail respectueux de la sensibilité et des attentes et des besoins de toutes les communes, quelle que soit leur taille. C'est vrai que dans le Grand Paris, Paris est une commune beaucoup plus grosse que les autres. Mais enfin, moi, je vois bien les projets que nous portons, qui sont des projets à la frontière du périphérique, avec les communes voisines, que ce soit avec Pleine Commune sur Saint-Denis et Aubervilliers, ou avec Montreuil sur la porte de Montreuil, ou avec Ivry sur certains projets scientifiques ou universitaires. Tous ces sujets-là sont des sujets où le travail dans la communauté des villes du Grand Paris doit être un travail extrêmement sérieux et précis. Et en même temps, une ville-monde comme Paris, une grande métropole, elle doit également se penser à l'échelle globale. Et donc, quand on parle de l'axe Seine, on parle d'une relation entre Paris, Rouen et Le Havre, avec un accès de Paris à la mer. Et vous voyez bien que ça dépasse largement non seulement les frontières de la métropole, mais également les frontières de l'Île-de-France. Et il y a un triangle Amsterdam-Paris-Londres, qui est un triangle qui correspond à une certaine réalité mondiale dans une compétition avec ce qu'on appelle, non pas les métropoles, mais les mégapoles, c'est-à-dire les villes de près de 30 millions d'habitants que seront Shanghai, Tokyo ou certaines villes indiennes ou africaines. Et là, vous voyez bien que l'axe Paris-Londres ou le triangle Paris-Londres-Amsterdam, c'est cela qui va rivaliser avec des mégapoles de 30 millions d'habitants. Donc je pense que les échelles auxquelles il faut penser la ville globale sont des échelles différentes. Certaines sont des échelles extrêmement limitées. Alors, vous voyez bien que la métropole du Grand Paris, c'est la petite couronne, plus Paris, dans sa dimension institutionnelle. Et vous voyez bien qu'à cette échelle-là, vous pouvez déjà faire des choses extrêmement intéressantes. La métropole, en tant que bassin économique, elle fait 10 à 12 millions d'habitants. Et la mégapole, dans ses liaisons internationales, si jamais on veut qu'elle fasse 30 millions d'habitants, alors il faut la penser avec des partenaires qui sont des partenaires internationaux.